Bonsoir, dans l'actualité ce soir, célébration de la journée internationale de la jeune fille en Guinée. À la Blue Zone de Kaloum, les filles ont fait un plaidoyer sur le respect de leurs droits. Et puis, nous irons à Télémélé à Dinguiraï avec cette campagne d'information sur les redevances minières. Ainsi, la Guinée consolide la culture de la transparence dans son secteur minier. Enfin, les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international ont démarré à Washington. Présente à ces assemblées, la délégation guinéenne entend mobiliser les bailleurs de fonds en vue de financer son programme de développement socio-économique. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal, les échos de la célébration de la journée internationale de la jeune fille. Thème retenu cette année, autonomiser les filles avant, pendant et après les crises. Pour marquer cet événement et son engagement à lutter pour le respect des droits des filles, le chef de l'État a reçu une fille qui a pour la circonstance porté le manteau de présidente de la République. Le film de la cérémonie dans ce reportage de Mohamed Lamine Souma, Cheikh Mabinti Silla, Mandjou Sidibé. C'est elle qui incarne la haute fonction de présidente de la République pour la célébration ce 11 octobre 2017 de la Journée internationale de la jeune fille. Tout de blanc vêtu, visage caché derrière ses lunettes, Aïssata Tafsir Camara est reçue au palais Sékou-Touré par le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, professeur Alpha Condé. Du haut de ses 13 ans, élève en 8e année, Aïssata Tafsir Camara est reconnaissable à travers l'écharpe blanche qui lui tient la taille et son garde du corps habillé en kaki. Une fois installée dans la fonction présidentielle, écoutez ses premiers mots. Asseyez-vous s'il vous plaît. La ministre en charge de la petite enfance a ensuite planté le décor de cette cérémonie. Ça fait la 6e année que nous célébrons cette journée dans notre pays, mais cette année c'est un peu spécifique parce que dans les 70 pays qui ont adhéré à la résolution de la jeune fille portée par le Canada et Plan international Guinée, il est question de faire la simulation. Le thème c'est autonomiser les filles avant, pendant et après les crises, mais c'est aussi apprendre, diriger, décider et s'épanouir. Il est question de faire la simulation. Ça veut dire quoi? Que nous devons faire jouer le rôle de leader par les jeunes filles. Hier, grâce à votre soutien, Madame la Première Dame a été installée et nous avons eu un gouvernement totalement composé de jeunes filles, 32 jeunes filles. Elles ont discuté des questions qui les préoccupent. Et vous êtes à cheval sur ces questions en Guinée et notamment aussi en Afrique. Il s'agit de l'excision, le mariage précoce. Nous avons lancé la campagne cette année avec, à la faveur du mois de l'enfant, mais aussi leur scolarisation. Aujourd'hui, il s'agit pour cette fille que vous lui accordez votre pouvoir pour 30 minutes. Elle va être la présidente de la République de Guinée, présidente en exercice de l'Union africaine. Selon un plan international, plus de 600 leaders du monde entier sont mobilisés dans la lutte pour le droit des jeunes filles à une vie meilleure. C'est un moment historique d'être ici parce que à travers le monde, plus de 600 leaders dans plus de 60 pays font la même chose que nous sommes en train de faire. L'événement mondial cette année est à Paris, mais je dirais ce que nous sommes en train de faire ici en Guinée. Nous avons considéré ça comme l'événement africain, puisque nous sommes en Guinée et la Guinée tient le leadership de l'Union africaine. Mais je peux dire avec toute la mobilisation que nous sommes réellement en train de vivre l'événement mondial ici. À l'apprentissage du leadership mondial, le discours d'Aïssata Tafsir Camara est un véritable plaidoyer à l'adresse des leaders du continent. Excellence, Monsieur le Président de la République, Président en exercice de l'Union africaine, mon honorable confrère Donjour et source d'inspiration pour toujours. Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur à la faveur de la 6e journée internationale des filles que je prends la parole
pour livrer le message des filles africaines aux leaders de l'Afrique. À travers vous, en votre qualité de président en exercice de l'Union africaine, permettez-moi tout d'abord, Excellence Monsieur le Président de la République, de vous adresser au nom de mes pairs nos félicitations et nos sincères remerciements pour avoir accepté de vous engager avec nous dans la promotion des droits des filles africaines. En acceptant de me prêter votre titre national et panafricain pendant quelques heures, vous démontrez une fois de plus à la face du monde et de l'Afrique que la République de Guinée reste à l'avant-garde de l'émancipation de la fille et de la femme africaine. Excellence, bien que des progrès soient réalisés en faveur des droits et du développement des filles et des femmes africaines, elles restent le groupe le plus discriminé de notre continent. Parce qu'elles sont à la fois jeunes et parce qu'elles sont femmes, non éduquées, non informées, généralement mutilées, mariées avant 18 ans et souvent sans leur consentement, vendues, battues, violées, précocement mères. C'est cela la réalité de millions de filles en Afrique. Nous avons besoin d'un changement intégral des attitudes et nous en avons besoin maintenant. En 2017, il est essentiel de veiller à ce que non seulement les droits des filles soient une priorité politique mondiale, mais aussi que davantage de filles et de jeunes femmes puissent se déployer en tant que leaders et décideurs et avoir leur voix sur les grands défis auxquels elles font face. Suite à ces allocutions, le président Alpha Condé a, comme convenu, accepté d'accomplir l'assimilation souhaitée. Madame la Présidente, mais vous avez deux collègues qui sont champions. Vous avez le président Dungué de Zambie, qui est le champion pour la lutte contre les mariages précoces des jeunes filles, et le président Idriss Déby, qui est le champion pour utiliser la dividende démographique pour investir dans la jeunesse. Donc vous devez rentrer en contact avec les deux pour ce combat. Oui, merci. Le dernier scénario de cette cérémonie très pathétique est marqué par le geste fort du président Alpha Condé, accompagné à cette Tafsir Camara et sa suite jusqu'à la première marche des escaliers du palais de la présidence de la République. Ce 11 octobre 2017 restera sans doute gravé dans la mémoire collective, mais surtout dans celle d'Asset Tafsir Camara, une journée historique pendant laquelle elle aura vaillamment défendu la promotion des droits de la jeune fille. À l'instar des autres pays du monde, la Guinée a célébré ce mercredi la journée internationale de la jeune fille à la Blue Zone de Kaloum. Elles étaient nombreuses, ces jeunes filles qui ont fait des plaidoyers sur le respect de leurs droits, des membres du gouvernement, des représentants des institutions de protection des droits des filles ont pris part à cet événement. Mohamed Adou Kamara. Selon le rapport mondial sur la jeune fille publié en 2017, plus de 13% des filles sont livrées au mariage avant l'âge légal. Les mêmes enquêtes indiquent qu'elles sont victimes de nombreuses pratiques néfastes, notamment les agressions sexuelles et autres formes de violence. En Guinée, 87% des filles sont victimes de l'excision. Cette journée internationale de la jeune fille, célébrée chaque année depuis 6 ans, est une occasion de faire des plaidoyers auprès des autorités afin d'intensifier les actions pour la protection, l'épanouissement et l'autonomisation des filles sur l'ensemble du territoire. Des études montrent que le risque de mourir de causes liées à la maternité est plus élevé chez les femmes de moins de 20 ans que chez les femmes entre 20 et 30 ans. Nous sommes tous interpellés, gouvernement, organisations de la société civile, acteurs du secteur privé et partenaires de développement, pour que des politiques et programmes soient mis en œuvre afin d'accélérer la concrétisation de la promotion des droits des femmes et des filles, ainsi que leur autonomisation. La volonté politique amorcée par l'avènement de la Troisième République est favorable au changement de comportement pour une égalité des sexes et des chances. Ces orientations contenues dans la mission de mon département sont traduites dans les politiques de bien-être de l'enfant, de la promotion féminine et du genre récemment élaborées et validées, mais également adoptées. Toutefois, elles ont besoin de soutien de tous les acteurs impliqués dans le combat pour l'émancipation de la fille.
L'autonomisation des filles avant, pendant, après les crises, une problématique qui interpelle tous les acteurs. Il s'agit d'unir les efforts et les forces pour trouver des réponses globales et communes en vue de mieux protéger les droits et de garantir l'avenir des jeunes filles. Le rapport 2017 sur les conditions de la jeune fille dans le monde, remis à la première dame de la République, est un repère pour la défense et la promotion des adolescentes. La célébration de cette journée a été le moyen le plus efficace, le moyen le plus précieux pour nos jeunes filles d'exprimer nos joies, nos sentiments, nos capacités de diriger le monde, nos capacités de montrer réellement à quoi servent les filles dans la société. La Fondation PROSMI, que j'ai l'honneur de diriger, s'inscrit dans le cadre de ce plaidoyer pour la mobilisation des ressources en faveur des programmes et projets ciblant les filles conformément aux attentes de la campagne mondiale parce que je suis une fille. Je profite de cette occasion solennelle pour remercier vivement le président de la République, le professeur Alpha Condé, chef de l'État, pour son engagement et sa disponibilité en faveur de la promotion des droits des couches vulnérables du pays, les femmes, les filles et les jeunes. 1000 ouvrages sur les politiques de protection des jeunes filles sont mis à la disposition du ministère de l'Action sociale. Ils sont destinés au Centre d'autonomisation et de promotion des femmes de Conakry. Une collection de livres sur les droits des filles a été remise aussi à la présidente de la Fondation PROSMI. Une façon d'inviter les partenaires et les décideurs politiques à continuer le combat contre les pratiques qui nuisent à l'avenir des jeunes filles. Et puis, cette feuille d'audience du chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu en audience cet après-midi le ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mankeur Ndiaye, porteur de message du président Macky Sall. Mohamed Lamine Souma, Cheikh Mabinti Silla, Mandiou Sidibé. Mankeur Ndiaye sur le président Alpha Condé. Les entretiens sont empreints de fraternité et d'amitié. Selon lui, la Guinée et le Sénégal sont et demeurent deux pays frères. Nous avons été bien reçus, ma délégation et moi-même. Un accueil fraternel, chaleureux et enthousiaste. Ce message tendait à montrer, à magnifier l'excellence des relations entre les deux pays, les deux présidents et les deux peuples frères. Les liens historiques et culturels entre le Sénégal et la Guinée ne sont plus à démontrer. Monsieur le président de la République, Macky Sall, a souhaité à travers ce voyage, à travers cette mission diplomatique, à travers cette visite de courtoisie, qu'elle se traduise dorénavant par une concertation permanente entre les deux chefs d'État pour trouver les meilleures solutions à l'ensemble des défis et enjeux auxquels nos peuples sont confrontés. Il a insisté aussi qu'il faut saluer la qualité remarquable avec laquelle Monsieur le Président de la République, Alpha Condé, s'acquitte de sa mission en tant que président de l'Union africaine, en portant haut le message de l'Afrique, comme il l'a fait au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, en insistant sur la nécessité de réparer l'injustice historique qui montre l'absence de l'Afrique comme membre permanent du Conseil de sécurité. Et en même temps, la nécessité au sein des organisations dans lesquelles le Sénégal et la Guinée sont partis pour que la même concertation permanente est liée entre les deux chefs d'État pour avoir une position commune. Et en même temps, je voudrais aussi, par ma personne, montrer ma disponibilité à travailler pour fluidifier ces relations. Et par ma disponibilité, faire en sorte qu'avec mon collègue ministre des Affaires étrangères, nous puissions ensemble travailler et regarder dans la direction que nos chefs d'État nous auront fixée pour que nous puissions atteindre cet objectif
de l'unité de nos deux pays, qui ne se sont jamais séparés, qui sont des peuples frères. Et en même temps aussi, il faudrait dire combien nous souhaitons que les populations sénégalaises, ici, en Guinée et au Sénégal, puissent ensemble travailler main dans la main. Chacune de ces populations se sentir mieux, aussi bien au Sénégal comme en Guinée. De son côté, le ministre guinéen des Affaires étrangères a mis l'accent sur la volonté des deux chefs d'État à travailler de concert sur les questions brillantes du continent. Mon collègue du Sénégal a tout dit. Cependant, je peux mettre l'accent sur un point fondamental, c'est l'engagement des deux chefs d'État à se concerter régulièrement. Et ceci nous donne du travail à faire, parce que mon collègue et moi, nous devons mettre cela en œuvre, s'assurer que cela est le cas. Et donc nous allons travailler étroitement pour que la Guinée et le Sénégal parlent d'une même voix sur toutes les grandes questions au niveau bilatéral, régional comme international. Cette audience traduit, s'il en est besoin, la volonté manifeste des deux chefs d'État à perpétuer les relations historiques de bon voisinage entre la Guinée et le... Dans le reste de l'actualité, les négociations tripartites, gouvernement, syndicats et patronat viennent de prendre fin à Conakry. La bonne nouvelle, à partir du mois de février 2018, une augmentation de 10% sur le point d'indice salarial sera effectuée, et cela jusqu'à 40% d'ici 2019. Baba Kouyaté pour plus de précisions. Le gouvernement guinéen vient de faire un grand pas dans l'amélioration des conditions de vie des travailleurs de l'administration publique. La valeur monétaire du point d'indice pour les secteurs de l'éducation et de la santé est maintenue à 1030 et les autres secteurs des services publics à 997. Ce qui du coup pourrait entraîner une augmentation des salaires à 40%, échelonnée en des étapes. Le gouvernement accepte le maintien de l'ancienne valeur monétaire des points d'indice, à savoir 1030 et 977, et pour ce faire, les partis décident d'augmenter la valeur monétaire des points d'indice de 40% à compter de 2018 selon l'échéancier ci-après. 10% sur la valeur monétaire du point d'indice au mois de février 2018, 10% sur la valeur monétaire du point d'indice au mois d'octobre 2018 et 10% sur la valeur monétaire du point d'indice au mois de février 2019. Enfin, 10% sur la valeur monétaire du point d'indice au mois d'octobre 2019. Les actes administratifs nécessaires à cet effet seront pris par le gouvernement au plus tard fin novembre 2017. Durant ces négociations tripartites, les acteurs ont privilégié le maintien de la paix et la quiétude sociale dans le pays. Une volonté du gouvernement que le mouvement syndical apprécie. Aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction pour l'intercentrale CNTG-USTG. Nous disons merci à toutes les parties, surtout nous voulons remercier le gouvernement qui a privilégié le dialogue, mais en même temps remercier le patronat qui a pris tout le temps durant des jours. Nous avons négocié dans la sérénité et les parties se sont finalement retrouvées et nous avons signé un protocole d'accord. Nous venons de finaliser l'acte de pointe. L'acte qui a permis de fixer et officiellement la valeur monétaire du point d'indice de la nouvelle grille qui vient d'être adoptée. Je crois qu'on ne peut pas ne pas reconnaître l'œuvre gigantesque à la fois du syndicat et de la bonne volonté des autres partis qui l'ont accompagné. Gouvernement, syndicats et patronat se sont mis d'accord pour créer un cadre de concertation le 24 octobre prochain. C'est là pour trouver des solutions aux autres points de la plateforme revendicative de septembre 2017. Dans moins de 24 heures, l'opération de déguerpissement des voies publiques va démarrer. Des agents de la police seront déployés de Kaloum, kilomètre 36. Cette action est l'une des mesures prises avant l'organisation des états généraux de la circulation routière. Alpha Isiagaba, Diamokaba. Pour le démarrage de l'opération de déguerpissement des emprises, ce sont des agents de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité et des commissariats centraux de la ville de Conakry
Koya et du Breka. Tous vêtus en gilet, ces agents auront pour mission de dégager tous les encombrants physiques le long des voies publiques. Cette opération intervient dans le cadre de la campagne d'urgence pour la sécurité routière. Leur mission est très simple. Ils ont mission d'interdire les stationnements sur les emprises des intersections. Ils auront mission de procéder à des dégagements des stationnements gênants. Ils auront mission d'interdire des doubles et des triples files. Ils auront mission également de renforcer les mesures de contrôle et de sanctions. L'occupation des axes de guerre pour pérenniser les acquis. Ces occupations anarchiques sont souvent cause de certains accidents de la circulation et d'interminables embouteillages, surtout pendant les heures de pointe à Conakry. Pour réussir cette opération, les autorités de la police annoncent de nouvelles mesures. La particularité, vous constatez, cette fois-ci, ça fait plus d'un mois maintenant, ils sont en train de faire le battage médiatique. Il y a eu la sensibilisation. Il va y avoir des volontaires qui vont aller vers les gens dans les garbatures, un peu partout, pour sensibiliser même les passagers le long des chaussées et qui ont bloqué les emprises, ceux qui ont fait des baraques dans les emprises, on va les dégager. Ils ne reviendront plus là. Si quelqu'un les a fait installer là, ils iront trouver la personne qui les a retirés. Parce qu'ils aiment souvent dire « Ah, nous avons payé pour s'asseoir ici ». C'est eux qui savent à qui ils ont payé. D'abord pour la sécurité de la personne. Vous avez remarqué l'accident qui s'est fait en train. L'accident qui s'est fait à Matoto. Il y a un autre accident qui s'est fait tout récemment en quittant cause à Yimbaya, Taneri, etc. Parce que les véhicules qui descendent, les remorques, les gros porteurs, quand le frein lâche, le chauffeur, quelle que soit ta compétence, ta force, c'est le volant et les freins. Si ça trouve que la chaussée est dégagée, il est bon de venir rentrer dans un béton que de rentrer sur des personnes qui sont installées au bord de la route. Depuis près d'un mois, une campagne d'urgence pour la sécurité routière est lancée. L'opération touche toutes les communes de Conakry. Elle dure 3 mois et va déboucher sur les états généraux de la sécurité routière. Pour assurer la durabilité de l'action, des agents occuperont pendant une semaine les lieux de Guerpi et 5 fourrières seront également installées dans chaque commune de Conakry. La Guinée consolide encore un peu plus sa culture dans la transparence dans son industrie extractive. C'est dans cette dynamique que des campagnes de formation publique sont organisées à Tilimil et Dinguiraye. Objectif, informer les populations des différents paiements effectués par les compagnies minières en 2013, 2014 et 2015. Mamadou Alpha Baldé, Sana Kamara. Pour accroître la participation du secteur minier au développement local, l'amélioration de la transparence dans la gestion et la répartition des revenus issus du secteur s'avère indispensable. Dans cette dynamique voulue et soutenue par le gouvernement, une séance d'information publique sur les paiements effectués par les sociétés minières est organisée. Ici, à Télémilé, l'ensemble des acteurs sociaux sont ainsi informés des montants versés à leur localité en 2013, 14 et 15. Quand tu n'es pas informé, tu ne peux pas agir. Donc on a besoin de ces informations et à travers l'ITE et ce rapport, nous sommes outillés. Et en plus, nous nous réjouissons du fait qu'on associe aussi toutes les parties prenantes. Ça nous permet de questionner les gestionnaires même, de questionner l'autorité, les interpeller par rapport à ce qui se passe, surtout à l'intérieur. Si vraiment le contrôle est tenu de rigueur, j'avoue que c'est pour nous une satisfaction de joie. Parce que là, en ce moment, les ressources seront utilisées à bon escient. À Dinguiraye, l'utilisation des redevances minières et autres versements volontaires de la SMD, par exemple, sont souvent peu connus du grand public. En 2015, Dinguiraye et Sigiri ont bénéficié d'une somme estimée à un peu plus de 9 milliards de francs guinéens au titre des versements locaux conventionnels. Un exercice de partage d'informations qui permet d'éviter de possibles tentatives de fraude. C'est une transparence vraiment qui nous édifie.
Elle nous édifie et ça s'élargit parce que de jour en jour, nous voyons que les invités s'augmentent. Quand il y a démultiplication des informations qu'on donne en ce qui concerne les paiements, les revenus perçus, en ce qui concerne le mode d'utilisation de ces paiements, cela se fait, on le voit. Toutes les présentations ont été faites, que ce soit les redevances superficielles, que ce soit les paiements obligatoires, que ce soit les paiements volontaires. Puis, à la société minière de Dinguiraïa, c'est au tour des représentants de la compagnie de prendre connaissance des différents paiements effectués et ceux reçus, tant au niveau national que local. D'autant plus que tout le monde saura ce qui a été fait. Je pense que cela a amené au niveau de nos décideurs à se dire, écoutez, ce que nous avons engrangé comme recette doit être judicieusement utilisé. Aujourd'hui, la Guinée compte consolider sa place dans le cercle restreint des pays conformes aux normes ITIE. Une reconnaissance qui permet à la Guinée de présenter son secteur extractif comme l'un des plus transparents et compétitifs des nations au sous-sol riche. Et puis, c'est rectificatif. Le professeur Alpha Condé a reçu au Palais Sékou Touré le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Maître Sidiki Kaba, au lieu de Mankeur Ndiaye. Vous voudrez bien excuser l'incident aimable téléspectateurs. L'actualité également a bloqué une centaine de cadres des services décentralisés, déconcentrés à l'école de la gouvernance locale participative. L'idée est de valoriser la compétence des femmes et jeunes dans les services. L'initiative est du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et ses partenaires. Mohamed Lamine Kamara. À Boké, le gouvernement entend renforcer la gouvernance locale de façon efficace. La participation active des couches vulnérables s'avère nécessaire pour promouvoir le développement des collectivités de cette région. Pour la mise en œuvre de cette initiative, une centaine de femmes, de jeunes et certains cadres des services déconcentrés ont appris les techniques de gestion des ressources locales. Nous cherchons à ce que les collectivités, les cadres au niveau des communes rurales et urbaines puissent maîtriser parfaitement le contenu de ces modules, en maîtrisant leur rôle et responsabilités pour permettre, n'est-ce pas, faire passer les informations à bonne échéance au niveau des collectivités. Nous avons choisi la décentralisation comme moyen de développement. Les acteurs qui sont impliqués dans la mise en œuvre de ce processus de décentralisation, ce sont ceux-là que nous avons regroupés aujourd'hui pour leur donner des outils leur permettant d'assumer des projets qui émaneraient de collectivités qui viendraient de l'État central dans le but d'améliorer les conditions de vie de nos populations. D'autres modules comme la planification locale durable et les principes de redevabilité ont été dispensés. Une approche qui devrait mettre en évidence les connaissances antérieures des participants. On connaissait un peu, mais au sortir de ces séminaires, vraiment, nous avons de très belles initiatives, de très bonnes notions qui vont nous aider à bien travailler dans nos communes. Au terme de 5 jours de formation, ces agents de développement s'engagent à restituer les expériences acquises et à s'impliquer dans la promotion de la gouvernance locale participative dans leurs circonscriptions territoriales respectives. Le secteur hydraulique, on en parle, le CICR vient de boucler plus de 10 ans de collaboration dans ce domaine avec le gouvernement guinéen, principal service concerné, le service national d'aménagement des points d'eau. Ces différentes parties se disent satisfaites de la qualité de la coopération. Habib Thiam. Le SNAP et le CICR. Depuis 13 ans, le Comité international de la Croix-Rouge assiste le gouvernement guinéen dans sa politique d'amélioration de l'accès à l'eau potable en milieu rural. Particulièrement dédié au SNAP, le service national d'aménagement des points d'eau, ce programme se referme avec un bilan soutenu. Cette collaboration a permis d'améliorer l'accès à l'eau potable de près de 230 000 personnes à travers la réalisation dans différentes régions du pays de plus de 240 nouveaux forages et la réhabilitation de plus de 320 forages existants. Je vous remercie pour l'investissement effectué par votre institution dans le secteur de l'eau qui a donné du bonheur à nos braves populations dans le monde rural. Comme on vit d'espoir, j'estime que le terme de ce programme n'est pas la fin de la coopération,
entre nos institutions. Même attente pour le gouvernement, conscient des avantages d'un tel programme pour les populations. C'est depuis 2003 que ces actions ont commencé, ces actions humanitaires ont commencé, et au niveau de l'hydraulique villageoise comme au niveau de l'hydraulique urbaine jusqu'en 2016 pour la Société des eaux de Guinée, et aujourd'hui nous sommes en 2017 pour le Service national d'aménagement des points d'eau, et je crois que le CICR apportera encore son aide à la Guinée, à ces populations-là qui se trouvent dans les zones très éloignées. En attendant, l'institution humanitaire espère marquer un coup d'arrêt à cette mission par cet échange de documents. Il signe la remise officielle d'un lot de matériel d'analyse d'eau en appui au laboratoire du SNAP. Déjà, en 2014, le CICR avait offert à ce service un véhicule équipé de matériel d'analyse physique. En dehors du continent, ouverture à Washington des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Durant une semaine, ces institutions de Bretton Woods vont discuter des questions de dette, de financement et de croissance. La Guinée participe à ces réunions de haut niveau. La délégation gouvernementale entend mobiliser les bailleurs de fonds en vue de financer le programme de développement économique et social. Fatoumata Samoura, notre correspondante depuis Washington. Conjoncture mondiale, lutte contre la pauvreté, développement économique et efficacité de l'aide sont des thèmes au menu des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Cette année, la Guinée participe à ces assemblées avec l'intention de signer avec le FMI un programme de facilité élargi de crédit taillé sur mesure. Le pays organise en novembre prochain la conférence des bailleurs de fonds pour le financement du programme national de développement économique et social. Nous disons à nos partenaires, c'est que l'économie guinéenne se porte aujourd'hui mieux plus que par le passé. Les arguments pour qu'il y ait des niveaux de croissance plus élevés sont là, et nous ne demandons qu'à capitaliser sur ces arguments-là et afin d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Le président de la République s'en préoccupe, tout comme le Premier ministre, et déjà il y a un travail régulier qui est en cours, au cours duquel on passe en revue les portefeuilles pour comprendre où est-ce qu'on en est et comment est-ce qu'on avance. Pour l'année 2017, le FMI a prévu une croissance mondiale de 3,5%. Aujourd'hui, la croissance tant attendue prend forme. Elle touche près de 3/4 de la planète. En Guinée, cette croissance se matérialise par la maîtrise de l'inflation, un solde budgétaire de 1%, une réserve de devises couvrant au moins 4 mois d'importation, un soutien accru au secteur privé. Le premier, c'est qu'on va vers un second programme. Ça vient s'ajouter aux efforts de gouvernance déjà effectués et sur lesquels nous voulons renforcer la résilience de notre économie. Le deuxième, nous avons un nouveau programme national de développement économique et social, et pour lequel nous cherchons des financements. Nous voulons sensibiliser tous les bailleurs, que ce soit bi- et multilatéraux, traditionnels ou non, afin que tout le monde puisse se transporter à cet endroit pour que nous puissions leur exposer de façon très claire les différents projets pour lesquels nous sommes à la recherche de financement. Pour maintenir ses performances macroéconomiques, la Guinée devrait pouvoir absorber les fonds alloués au projet. Pour pallier à cette lacune, le ministre du Budget propose l'amélioration des conditions de passation des marchés et des procédures administratives. Et puis en plus bref et en image à Dakar avec cette table ronde des bailleurs de fonds. Elle est initiée par l'Organisation internationale de la francophonie, une manière d'encourager l'investissement dans la formation professionnelle. La Guinée est représentée à ce rendez-vous par le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous y reviendrons. À Conakry, les acteurs évoluant dans le domaine de la comptabilité s'inscrivent dans la lutte contre le blanchiment d'argent. À cet effet, une session de formation est organisée pour outiller les experts comptables et banquiers en technique de lutte contre ce phénomène qui prend de l'ampleur en Guinée. Mamadi Gassama.
La Guinée s'active dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Pour y parvenir, elle mise sur la contribution des banquiers, des experts comptables et des commissaires aux comptes. D'où cette rencontre d'échange avec la Fédération internationale des experts francophones et les acteurs évoluant dans ces domaines. La FIDEF, Fédération internationale des experts comptables francophones, m'a confié la mission de venir expliquer dans les pays francophones, notamment d'Afrique, ce que c'est que la lutte contre le blanchiment, quelles sont les obligations des experts comptables et des autres professionnels assujettis par rapport à ce dispositif. Pendant 2 jours, ils vont se familiariser avec les techniques leur permettant de mieux jouer leur rôle dans la lutte contre le flux financier. L'expert comptable a l'obligation, n'est-ce pas, de rechercher la régularité des comptes qui sont fournis. L'expert comptable a l'obligation de rechercher l'égalité entre les actionnaires. L'expert comptable est, n'est-ce pas, est la personne qui s'assure que chaque entreprise dans le secteur qui le concerne travaille comme ça se doit et que la concurrence, n'est-ce pas, entre différentes entreprises du même secteur se fasse de façon normale. Nous sortons avec des échanges très fructueux qui nous permettent de mieux exercer notre métier de banquier, mais dans le cadre légal et réglementaire. C'est en 1960 que le phénomène de blanchiment des capitaux est né aux États-Unis. Depuis, des stratégies ont été mises en place pour réduire, voire stopper sa progression. La Guinée vers la mise en place d'une structure faîtière dans le secteur de l'élevage. Les acteurs se concertent à Conakry sur le processus de relance des organisations non professionnelles. Ils comptent mettre en place une entité crédible et dynamique pour un élevage plus productif. Marie-Angélique Bangoura. En Guinée, l'élevage constitue la deuxième activité du monde rural et apporte plus de 20% à l'économie nationale. D'où la mise en place d'une structure faîtière crédible et dynamique pour un élevage plus productif. Je trouve que depuis 8 ans, cette faîtière, elle n'existe pas. Il y a un peu plus de 3 ans, le ministère de l'élevage donc est entré dans la logique de vouloir relancer les organisations socio-professionnelles, ce qui évidemment fait appel à quelques moyens financiers. Dieu merci, avec le concours du PASAC, qui est le projet d'appui au secteur agricole en Guinée, nous avons eu quelques ressources qui nous permettent de lancer ce processus. Cette rencontre de Conakry fait suite à une série de concertations organisées dans les différentes régions du pays. Une action pilotée par le ministère de l'Élevage et des Productions Animales à travers la Direction nationale des productions animales. L'existence de ces structures permettra non seulement, comme je le disais tout à l'heure, de mettre de l'ordre, de permettre à l'élevage d'avoir une organisation par filière et de parler d'une même voix, ce qui facilitera de discuter avec les opérateurs, que ce soit nous, gouvernement, ou même les partenaires. N'oubliez pas que l'absence de structure fait perdre à ce secteur des opportunités de financement. Ce processus de relance des organisations non professionnelles du secteur de l'élevage est un tremplin pour les acteurs des différentes filières animales pour améliorer leurs revenus. Le gouverneur du district 403A1 du Lions Club International était récemment à Conakry. Le Malien Moussa Toumani Diakité était venu s'enquérir du niveau d'évolution du district 403A1 du Lions Club International. Il a aussi rencontré certaines autorités du pays. Hadja Adama Magasuba, Aboubakar Diaby. Le lion Moussa Toumani Diakité rend visite aux différents clubs de la Guinée en vue d'échanger et de s'imprégner de la réalité que vivent les membres de la plus grande organisation philanthrope du monde. Comme le veut la tradition, le gouverneur du district 403A1 a rencontré les autorités guinéennes pour des discussions allant dans le sens de la connaissance du mouvement. Du gouvernorat de la ville de Conakry en passant par le ministère de l'Action sociale, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et chez le président de l'Assemblée nationale, ces contacts ont porté fruit. Ce sont des femmes, des hommes de cœur qui font des choses extraordinaires et de manière désintéressée. Et je salue, n'est-ce pas, cette philosophie qui est la vôtre et tout
les efforts que vous faites pour être aux côtés des plus faibles. Le gouverneur est venu nous apporter le message de soutien et surtout d'engagement de tous les lions de son district ici en Guinée. Et en retour, j'ai exprimé les sentiments de monsieur le Premier ministre au nom du gouvernement guinéen et l'engagement du gouvernement guinéen à soutenir les efforts du Lions Club en Guinée. Satisfait de la démarche et de la qualité de la rencontre, le gouverneur du district 403A1 a remercié les autorités avant de préciser. Ils nous ont rassurés de tout l'accompagnement des plus hautes autorités de la ville de Guinée pour accompagner les Lions dans leur mission, qui est une mission de servir. Les actions des membres du Lions Club consistent à organiser des actions de levée de fonds et encourager le volontariat pour les actions sociales au bénéfice des désirés. Comment promouvoir les produits commerciaux à travers la presse en ligne? Le Kinet est une plateforme créée en 1998 et la Guinée est parmi les 100 pays membres. L'une des raisons de l'exposition des produits au Palais du Peuple est de faire connaître nos produits. Mohamed Seyar Souma. Des centaines de personnes à la nouvelle exposition des Kinet. L'entreprise est spécialisée dans la vente des produits en ligne. Une nouvelle approche qui plonge le pays dans l'économie numérique. Pendant ce temps, la délégation fait le tour des stands pour apprécier les produits dans les moindres détails. Objectif, s'assurer de la fiabilité du réseau Kinet. Alors plusieurs produits que je n'ai pas pu tester, donc que je ne connais pas, mais qui semblent être intéressants, en tout cas qui diversifient l'offre. Mais ce qui nous intéresse, nous, en tant que ministère en charge de l'emploi et de la formation, c'est le modèle économique qui est derrière, le système de vente en réseau, le fait que des marketeurs soient formés, donc ce qui les servira aussi bien pour cette activité que pour d'autres activités et qui permettra de compléter leur capacité commerciale. Donc c'est d'abord cet aspect-là qui est le plus intéressant pour nous. Kinet est présente en Guinée depuis 2014. En plus de son caractère commercial, l'entreprise crée des emplois pour la jeunesse. D'où sa forte mobilisation à cette nouvelle exposition. La plateforme promet de toucher un large public avec la qualité de ses produits. Nous avons ces produits-là qui commencent à partir de 50-60 $ et au-delà. Certains de nos représentants indépendants, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de nos produits et ils recommandent ces produits-là à d'autres personnes. Et voici un peu comment le système commence à marcher, à prendre de l'aile. Un nombre de Guinéens manifestent leur intérêt à Kinet. À ce jour, ils appartiennent au réseau en qualité de représentants indépendants et d'invités. Dans le monde, Kinet totalise 15 millions de revendeurs répartis dans plus de 100. Enfin, en plus bref, ce 12 octobre, les pays africains auront une pensée spéciale pour le cinéma et l'audiovisuel en Afrique. Le ministère en charge de la culture organise une série d'activités pour relancer le 7e art en Guinée. Une occasion de mettre un accent particulier sur les films et séries réalisés par les acteurs locaux pour mieux les promouvoir sur le plan international. Nous y reviendrons. C'était tout pour ce soir. Grand était le plaisir pour moi de vous servir. Bonne suite de programmes sur les antennes de la télévision nationale. À demain, Inch'Allah. La légende de l'énergie en Guinée.